Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ML2 pour une nouvelle vidéo. On vous retrouve pour un débrief non pas d'une journée de Ligue 2 cette fois-ci, puisque ce week-end c'était le septième tour de la Coupe de France. Donc on va parler de ce septième tour de la Coupe de France qui a plutôt bien réussi finalement au club de Ligue 2, malgré une entrée en matière un peu compliquée, mais nos clubs de Ligue 2 se sont rattrapés par la suite. Voilà, on va revoir ce septième tour, on va se projeter un peu sur le huitième tour, puis on va parler des trois équipes qui ont été éliminées. On va se demander si voilà, ce sont des éliminations un peu surprises, revoir un peu le scénario de ces matchs. C'est vrai que ça nous a fait un peu peur en nous lançant dans ce vendredi de septième tour, de voir cette entrée en matière-là. Et on va détailler tout ça avec Étienne Comte, qui est avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Étienne? Bah, très bien, salut Karel et salut à tous. Eh bien, écoute, on va se lancer un peu dans ce débrief du septième tour. Alors, déjà, on va rendre hommage à Étienne qui avait annoncé un 15 sur 18 dans la preview de ce tour de Coupe de France. C'était pas forcément les équipes que tu attendais qui ont été éliminées, typiquement. Ouais, exactement. Bon, j'avais lancé ce chiffre, mais j'étais inquiet pour Ajaccio. Bon, là, j'ai eu raison. J'étais inquiet pour Amiens parce que Fleury, c'est une équipe assez redoutable et on l'a vu, bah, les N2 ont fait assez fort pendant ce tour. Et ouais, la dernière équipe pour laquelle j'étais inquiet, c'était Pau parce que voilà, Bayonne. Il y a un peu de rivalité régionale avec un Pau FC qui n'est pas en bonne forme. Donc voilà, je pensais qu'ils auraient eu plus de mal, mais non, au final, c'est plutôt le PFC Rodez quoi, qu'on craqué, alors que je ne les voyais pas forcément avoir plus de difficultés que ça. Alors le PFC, fallait vraiment le trouver pour le coup. Donc le PFC à domicile en plus. Je crois que c'était une des 2 seules équipes de Ligue 2 qui évoluait à domicile avec le GF38 sur ce tour-là. On t'en voudra pas, le Paris FC, fallait trouver qu'il sortirait pas de ce tour-là avec en plus une belle compo. On va en reparler juste après. Ajaccio, pour le coup, t'étais en plein dedans, même si le scénario d'Ajaccio est assez dingue. Et puis Rodez qui restait sur une assez bonne forme finalement en Ligue 2. Donc c'était pas évident de les voir se faire sortir à Angoulême chez une Nationale 2, mais félicitations à Angoulême. Rodez qui va peut-être pouvoir se concentrer un peu plus sur sa belle série en championnat et sur le fait de s'écarter de la zone rouge. Et donc, pour parler déjà dans un premier temps de nos trois éliminés, on va commencer en parlant du Paris FC parce que c'est la grosse surprise de ce septième tour, forcément. On regardait juste avant avec toi, Étienne. Paris FC qui avait mis une assez belle équipe en plus, donc c'est d'autant plus surprenant de la part des hommes de Stéphane Gilly. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu se dire que des équipes comme Paris ou Lorient allaient être désavantagées dans ce septième tour à cause de la trêve internationale. Mais on va détailler un peu l'équipe du PFC. Tu as Ryu dans les buts, qui est un gardien très expérimenté. Godin, Kolo Diedjak, Mbo, ce sont des titulaires. Coré, c'est un joueur qui joue assez souvent. Le milieu, Marchetti, Doucet Lopez, on pourrait très bien voir ça dans n'importe quel match de Ligue 2 au départ du match. Et ensuite, Kebal, Diko, et enfin Sissoko, qui est un peu plus jeune, qui fait des bouts de match. Mais bon, c'est une très belle On l'a équipe. déjà vu en Ligue 2 quand même, Sissoko de Ouais, temps en temps. on l'a déjà vu, il a déjà marqué même, je crois. Contre Donc, Dunkerque, je crois. exactement. Donc voilà, c'était tout sauf une équipe bis de la part du Paris FC. Donc contre un QRM qui est pas non plus complètement à la fête en national ces dernières semaines, c'est tout à fait surprenant. Peut-être que c'est dans la lignée des dernières semaines du PSC qui reste sur 3 matchs nuls, je crois, en Ligue 2. Donc ça coince un peu. Donc c'est peut-être pas si surprenant que ça de se faire surprendre à ce moment-là la saison. Il y a peut-être une petite baisse de régime, mais en tout cas, ouais, c'est pas l'entraîneur Stéphane Gilly qui a pris QRM par-dessus la jambe, hein, sûrement pas. C'est peut-être une petite baisse de régime de la part des Parisiens. Ouais, surtout qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui l'ont mentionné en conférence de presse sur ces premiers tours-là. Alors certes, on peut chercher à donner du temps de jeu à des éléments qui ont besoin d'être relancés, à des éléments qui reviennent de blessures, mais il n'y a pas une surcharge de calendrier dans le sens où on est sur un match le week-end, la prochaine journée de Ligue 2 et la semaine prochaine, donc on est sur un rythme assez habituel. Il n'y avait pas un besoin non plus extrême de reposer les organismes, on va dire. Donc non, Stéphane Gillet a joué ce match plutôt à fond dans l'idée quand on voit les profils. Alors comme je le disais, il y a toujours la volonté de donner un peu de temps de jeu à des joueurs qui sont peut-être un peu frustrés par leur situation
situation en championnat. Mais au final, non, très très belle équipe, comme tu l'as, comme t'as cité les 11 joueurs qui ont démarré la rencontre. Il y a des joueurs voilà, habituels aussi du 11 qui sont rentrés en jeu. Je crois que Touraine est rentré en jeu un peu plus tard dans la rencontre. Il y a eu Camara aussi qu'on voit très souvent, Gori. Donc voilà, vraiment il y avait la volonté d'aller chercher ce match-là et c'est pas passé pour le Paris FC, donc qui était quand même contre une équipe de nationale qui était en Ligue 2 la saison passée. On sait que c'est toujours piège. Peut-être que ça va leur permettre aussi de se concentrer sur l'objectif vraiment principal. On le sait, c'est la montée en Ligue 1, même si je crois qu'ils annoncent en 2 ans plutôt, mais s'ils peuvent le faire dès la première année, ils vont pas s'en priver. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mal pour un bien pour le Paris FC? Je sais pas. Il y avait peut-être la volonté aussi de se relancer, comme tu l'as dit, après quelques dernières journées un peu plus compliquées. C'est pas dramatique, mais c'est surprenant, on va dire, pour le Paris FC. Bah, après l'échec, la petite gifle, il vaut mieux la prendre, pour le Paris FC en coupe, Mmh. qu'en championnat. Peut-être que ça créera une réaction, je ne sais pas, mais bon, moi je suis intimement convaincu qu'au Paris FC, on veut la montée, dès cette année et étant donné les moyens qui ont été mis, dans l'effectif, le projet en 2 ans, bon, c'est peut-être une manière d'ouvrir le parapluie un peu et d'éviter de passer pour des Ouais. idiots, mais on va pas se mentir, le PFC est le favori total pour la montée cette année. Et voilà. Ça marche pas de toute façon. Bon après, oui, favori ultime, il serait pas forcément allé chercher cette Coupe de France. Après un bon parcours à côté aurait pu être une bonne pub, aurait pu mettre en avant encore plus le projet qu'il ne l'est maintenant, mais c'est pas non plus. Je pense pas que ça soit non plus vu comme un échec dramatique du côté du Paris FC. Il n'empêche qu'ils font partie des 3 éliminés de ce tour, aux côtés également d'Ajaccio, qui a vécu un scénario complètement fou du côté des Herbiers. Les Herbiers, on le sait, vraie bonne équipe de coupe qui est allée en finale en 2017, je crois. C'est sur l'édition 2017 contre le PSG. Il Oui, me il doit semble. être une demi-finale contre Chambly, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, les Herbiers qu'on a l'habitude de voir réussir ce genre de petit exploit, j'allais dire, mais d'exploit, de réel exploit contre Ajaccio. Et voilà, avec 2 buts à la 90e, puis à la 95e, il me semble, contre un Ajaccio réduit à 10, mais qui menait 1-0. Un but d'Axel Bamba, et c'est ce même Axel Bamba qui est exclu un peu plus tard dans le match. Ajaccio qui confirme finalement, Étienne, même contre une équipe de National 2, ses difficultés à l'extérieur cette saison, j'ai envie de dire. Ouais, ça fait un moment qu'ils y arrivent pas. Bah d'ailleurs, je crois, oui, ils ont fait un match nul et 5 défaites à l'extérieur en C'est championnat. ça, Donc, oui. dès qu'on quitte le stade Michel Moretti, c'est très compliqué pour eux. En plus, ouais, comme tu l'as souligné, les Herbiers, c'est vraiment le genre d'équipe qu'on veut pas prendre au tirage au sort pour une équipe pro parce que c'est quand même des noms qui reviennent souvent hanter les équipes pro comme eux ou comme Canet-Roussillon ou d'autres encore. Enfin, c'est jamais bon signe. Donc, et en plus, là, tu l'as signalé, il y a le scénario est très cruel pour Ajaccio qui menait à la 89e. Donc, quand ça veut pas. Hein. Mais il va falloir que ça finisse par aller bientôt parce que Ajaccio est quand même la dernière équipe non relégable de Ligue 2. Ça risque de chauffer, hein, même s'il reste sur une victoire contre Clermont là, il y a quelques jours. Mais là, il y a un nouveau déplacement qui se profile en championnat à Dunkerque qui va pas être facile du tout, qui est facile pour personne, mais encore moins pour Ajaccio. Voilà, si on veut pas se mettre dans un petit état de crise à Ajaccio dans les semaines qui viennent, voilà, il serait de bon ton de prendre quelques points en déplacement. Ouais, et puis en plus, Mathieu Chabert, il avait insisté en conférence de presse sur la volonté d'écrire une nouvelle page sous ses ordres en Coupe de France, parce qu'on sait que Ajaccio, c'est un peu compliqué aussi depuis quelques années dans la compétition. Là, tu avais l'occasion de passer ce premier tour, te rassurer un peu hors de tes bases. Finalement, ce blocage à l'extérieur, il va demeurer même après ce tour de Coupe de France. Effectivement, comme tu l'as dit, bon, on va pas dire qu'il y a urgence tout de suite parce qu'en plus le classement est très très serré, mais
le fait que le classement soit très serré aussi, ça veut dire que si tu ne prends pas l'habitude de prendre quelques points à l'extérieur et si tu prends pas l'habitude de commencer à gagner voilà, en déplacement aussi, bah, ça peut vite dégringoler. Puis ça te met une certaine pression aussi pour toujours t'imposer à domicile. Alors on sait qu'à domicile c'est solide Ajaccio, mais il y a des fois où ça peut glisser. Et si par malheur pour eux, bah, ils viennent à perdre une journée chez eux, ils savent que derrière le déplacement, eh ben, ils en ont pas gagné cette saison. Donc forcément, ça peut rendre la tâche encore plus compliquée pour Ajaccio. Là, en l'occurrence, pour ce Tour de Coupe de France, bah, c'est fini du coup dès l'entrée en lice du club corse, tout comme bah, pour Rodez. Rodez qu'on n'attendait pas forcément éliminé de ce tour-là. Tu me le disais, c'était pas forcément dans tes pronostics. Et moi, je comprends parce que bah, Rodez restait sur une belle série et ça allait de mieux en mieux pour les Ruténois. Ils montaient en puissance finalement en championnat. Bah oui, c'est une équipe qui va beaucoup mieux depuis l'automne, mais si j'en crois les déclarations de Didier Santini, parce que bon, j'ai pas eu l'occasion de voir ce match, Rodez a bafoué son football, c'est les mots du coach. Donc peut-être que contre une équipe venant d'une division inférieure, c'est peut-être plus fort, plus dur pour Rodez qui est redoutable dans le rôle d'outsider. Ils étaient plus attendus, donc peut-être que c'est ça qui a créé un peu de difficulté pour le RAF. Ensuite, ben, après, ceci dit, voilà, c'est pas non plus une catastrophe pour eux parce que ils ont quand même quelques points à rattraper en championnat étant donné leur début de saison qui a été compliqué. Donc ça peut être un mal pour un bien, je pense. Je suis pas très inquiet pour Rodez qui nous a fait des très beaux matchs ces dernières semaines. Et, voilà, c'est peut-être juste voilà, un faux pas temporaire. Et d'ailleurs, rappelons le Rodez aussi qui a quand même quelques internationaux qui manquaient, même si c'est pas la plus grosse écurie de Ligue 2, ils avaient quelques joueurs importants qui n'étaient pas là. Ouais, on parlait d'équipes comme le Paris FC, voilà, qui a peut-être des objectifs un peu plus importants en championnat. Rodez, ça en fait partie surtout, qui se sont fait vraiment peur sur ce début d'exercice en Ligue 2 qui était compliqué. Voilà, ça reste quand même surprenant parce que voilà, on l'a dit, rester sur une bonne série, surtout sur un succès, sur un succès éclatant contre Annecy 5-1. Ça explique que c'était pas forcément dans les équipes que tu voyais sortir de ce tour-là, c'était pas dans les équipes que je voyais sortir non plus. Mais au final, ils y sont comme le Paris FC et comme Ajaccio. Donc voilà pour ces équipes éliminées, donc des éliminations surprises, peut-être un peu plus pour le Paris FC et Rodez que pour Ajaccio. Mais ça reste des belles performances, des exploits des équipes qui étaient face à elles. Même si on ne descend pas en dessous de National 2, ça reste quand même bah, pour ces équipes-là l'occasion de continuer un parcours en commençant par une grosse cylindrée à leur tableau de chasse. Donc bravo à elles. On va revenir peut-être un peu plus en détail sur les autres résultats, les passer un peu plus en vitesse, j'ai envie de dire, parce que pour tout le reste des équipes de Ligue 2, les 15 autres équipes de Ligue 2, bah, tout est bon. On est sur du 15 sur 15 pour les équipes qui ont joué samedi et dimanche, avec bah, un succès notable du Red Star sur la pelouse d'Aubourdin, qui était pensionnaire de Régional 3. 7-1. Ça peut faire peut-être du bien au Red Star de coller 7 buts, même si c'est contre une équipe de Régional 3. On sait que bah, ils ont besoin de confiance aussi. Les Odoniens en ce début de saison, tu penses que ça peut peut-être les mettre un peu plus en confiance pour aller chercher ce maintien, toi Étienne, en ce début de saison? Bah, quand même, la Régionale 3, c'est loin et c'est une division où tu peux avoir à boire et à manger. Donc, je pense que l'écart était peut-être un petit peu trop grand pour vraiment pouvoir en tirer des conclusions. Et puis, il y a une seconde chose. Pour le Red Star, c'est surtout au niveau défensif qu'il faut se rassurer. Bon, c'est vrai que même si c'est pas la meilleure attaque du championnat, le Red Star, ils ont montré des choses depuis le début de saison et c'est plutôt sur le plan de la solidité que je les attends en fait. En fait, moi, le Red Star me rassurera quand je le verrai tenir en échec une équipe plus huppée, peut-être en 32e ou en 16e. Hein, je leur souhaite d'aller loin, mais voilà, je pense que coller 7 buts à une équipe amateur, c'est pas forcément
ce qui est quelque chose qui m'étonne de la part du Red Star. Je sais qu'ils ont un très bon potentiel offensif. C'est maintenant, il va falloir voilà, retrouver plutôt de la solidité pour performer au niveau Ligue 2. Ouais, c'est vrai que c'est plus sur le plan défensif hein, que le bas blesse du côté du Red Star. Je crois que c'est la deuxième moins bonne défense de Ligue 2, Ouais, juste après Martigues. Les promus qui ont un peu de mal à garder une certaine imperméabilité sur le plan défensif. Donc effectivement, ils ont marqué quelques buts depuis le début de la saison. Ils sont pas en aussi mauvaise posture sur ce plan-là que Martigues. Pardon, ils en ont mis 12 exactement. Donc c'est pas exceptionnel, mais c'est vrai que ils sont moins à la peine que sur le plan défensif. Ils valident quand même leur qualification. Ils prennent une victoire supplémentaire en ce début de saison. Au rayon des équipes qui se sont imposées assez largement, sans grande difficulté, on a Metz qui allait s'imposer à Obernai. On a Caen qui s'est imposé du côté de Chartres. Caen, ça peut peut-être leur faire un peu de bien quand même cette victoire sans trop douter. Je crois que je voyais Nicolas Seb dire que bon, voilà, il s'était rendu la tâche facile en faisant preuve de réalisme, les Normands. Tu penses, toi, que ça peut les aider un peu dans ce début de saison mitigé, les hommes de Nicolas Seb? Bah, surtout, ce qui a été bien pour Caen dans ce match, c'est qu'ils ont marqué, je crois, 2 buts très, très vite. Donc ça permet vraiment de transformer le match, pas en séance d'entraînement, mais en préparation améliorée pour la suite, en faisant rentrer des jeunes, en faisant rentrer Autrey qui manquait de temps de jeu. Donc voilà, ça a vraiment, Nicolas Seub a vraiment eu l'occasion de transformer ce match en chose utile pour la suite. Donc on verra si ça leur a vraiment été lors du prochain match de Caen, qui est la réception de Rodez, contre une équipe qui est très proche au classement. Mais donc, ouais, donc, du coup, c'est quand même tout bénef pour Caen d'avoir passé une après-midi assez tranquille. Et pour le coup, voilà, Chartres, N3, tu vois, c'est quand même plus significatif Une qu'une R3. équipe comme Aubourdin. Donc voilà, Caen qui s'impose 4-0, Bastia également qui s'impose 4-0 contre Freimann, contre une R2. Clermont, je crois que c'était le troisième match en compétition officielle de Laurent Batles, si Ouais. je me remémore bien, qui s'impose aussi, qui passe ce tour de Coupe de France. Et Lorient qui est passé assez tranquillement. Alors on a des équipes qui ont été Annecy aussi, que Ouais. j'ai failli oublier, mais qui a gagné 6-1, Guingamp 5-0. Donc voilà, il y a quand même des équipes qui ont fait. Ouais. Pas si Pardon? facile que ça pour Lorient quand même, qui a dû s'en remettre au doublé d'un défenseur, Laporte. Oui. Je pense que c'était quand même assez serré contre cette équipe de Malétroit. Et oui, qui a quand même tenu, parce que 2 buts face à l'armada du FC Lorient, même si on sait ils ont donné du temps de jeu aussi sur ce match. Ils peuvent être fiers. Je pense qu'ils le sont. Ça devait être une belle fête. On a vu quelques jours avant le match que tout le monde était très pressé d'accueillir les Merlus. En même temps, on les comprend. C'est une des équipes, on va dire, les plus voilà, excitantes que tu peux tirer en Ligue 2 cette saison. Donc victoire de 0, Annecy, Guingamp qui eux se sont imposés assez tranquillement chez des équipes de Régional 1 et des équipes de Régional 2. Et puis Martigues également, c'était la dernière équipe en lice dans ce 7e tour de Coupe de France, qui a attendu le dimanche 17h pour pouvoir jouer ce match face à l'équipe grenobloise de Régional 2 du FC2A, et qui s'est imposée 5-0. On parlait d'équipes qui avaient peut-être besoin de confiance sur le plan offensif. On peut dire que Martigues en fait partie cette saison, Étienne. Ouais, là, à la différence du Red Star, franchement, je pense que le FC Martigues, n'importe quelle bonne nouvelle est bonne à prendre pour eux, quoi. Étant donné la difficulté dans laquelle ils sont défensivement, offensivement, extra-sportivement, n'importe quelle victoire est bonne à prendre. Donc en espérant que le moral suivra contre Laval lors de la prochaine journée. Mais bon, ouais, je te laisse en parler parce que tu as vu le match contrairement à moi. Donc je ne sais pas si tu as entrevu les prémices d'un réveil martial sur le long terme. Mais bon, c'est peut-être trop optimiste, mais je sais pas, je te laisse me dire. Bah,
La première mi-temps était quand même plus compliquée. D'ailleurs, Thierry Lauré en zone mixte me le disait assez honnêtement que la première mi-temps était délicate parce que le FC2A a pas eu forcément des situations ou des occasions très franches qui vaudraient jusqu'à 0,75 expected goals, peut-être pas, mais ils ont eu des situations intéressantes. Alors ils ont manqué le cadre en fait, globalement ils ont manqué de précision, mais il y a eu des mouvements qui ont quand même créé des décalages dans la défense martégale. Il y a un moment où même je voyais le FC2A qui n'hésitait pas à tenir le ballon, à repartir de derrière, qui jouait avec un bloc finalement qui était assez haut pour une équipe de Régional 2 contre une équipe de Ligue 2. On pourrait s'imaginer que forcément le bloc serait bas, qu'on se dit on va essayer de tenir le plus longtemps possible et essayer de les faire douter à partir de la 60e, 70e s'il y a 0-0. Non, le FC2A a joué assez haut, a été capable de tenir tête finalement sur cette première mi-temps à Martigues et le but de Martigues qui vient de la part je crois de Doukas Mendy, le premier but, il est un peu contre le cours du jeu, j'ai envie de te dire. Il vient sur vraiment des vraies premières opportunités de Martigues et puis la différence finalement entre voilà, une équipe amateur et une équipe professionnelle, sûrement qu'elle se fait là. Parce que sur la première incursion dangereuse dans la surface du FC2A, Martigues a fait mouche et forcément ça change tout le scénario du match. Le FC2A a bien fini sa première mi-temps et puis on a vu derrière en deuxième mi-temps que c'est là que Martigues a commencé à dérouler finalement avec ce deuxième but. Je crois que le deuxième, le troisième et le quatrième but arrivent en une dizaine de minutes entre la 50e et la 60e. Donc forcément là c'est difficile de revenir. C'est ce que disait encore une fois Thierry Lauré, c'est qu'à partir du deuxième but, ils savaient que ça serait compliqué pour le FC2A. Par contre, ils étaient encore en alerte à 1-0 parce qu'ils avaient vu que cette équipe du FC2A était capable de les embêter. Donc, je pense que c'est rassurant pour les joueurs qui ont marqué, qui n'avaient pas eu l'occasion de le faire depuis le début de la saison. Par contre, sur le plan du jeu, certes il y a 5-0, certes il y a eu une supériorité à laquelle on pouvait s'attendre sur la seconde période. Par contre, la première mi-temps, je trouve, était assez symptomatique d'une équipe qui est dans le doute. En fait, en ce moment, je trouve qu'ils ont commencé le match comme une équipe qui est dans le doute, tout simplement. Donc voilà pour Martigues et puis après voilà qui s'est quand même imposé largement. On va pas réécrire l'histoire. Au final, ils ont fini cette rencontre assez tranquillement. Ça n'a pas forcément été le cas de toutes les équipes qui se sont qualifiées sur ce tour-là, dont Dunkerque qui a eu besoin d'aller au tir au but contre une régionale 1, comme Amiens également qui a eu besoin d'aller au tir au but contre Fleury. Tu le disais, tu t'attendais à ce que ce soit difficile et au final ça a pas manqué. Ça l'a été pour les Amiénois. Et puis Grenoble également qui a eu besoin des tirs au but et d'une très très longue séance de tirs au but pour s'imposer contre Villefranche. Grenoble qui était à 10 pour le coup, on peut leur ajouter ça pour les dédouaner un peu. L'avantage pour ces équipes-là, il y a eu Laval aussi qui s'est qualifié au tir au but. J'allais les oublier, 5-4 contre Vitré, après avoir fait 0-0 dans le temps réglementaire. L'avantage pour ces équipes-là, c'est qu'il n'y avait pas de prolongation finalement, Étienne. Donc au niveau des organismes, ça n'a pas tiré outre mesure. Il n'y a pas eu 30 minutes à jouer comme s'il y avait eu des prolongations au final. Oui, c'est vrai. Pourtant, traditionnellement, on a tendance à dire que la suppression de la prolongation, ça avantageait plus les amateurs parce que au bout de 120 minutes, souvent les pros faisaient la différence parce qu'ils avaient une meilleure condition. Là, les équipes de Ligue 2 qui sont allées au tir au but s'en sont toutes sorties, alors que l'année dernière, elles avaient eu un peu moins de réussite. Je voulais juste revenir sur le cas de Grenoble qui a à peu près tout fait pour que ça tourne mal. Bon, déjà, il y a la méforme en championnat, il y a le carton rouge complètement improbable dont on a parlé de Paquiez. Le stade vide, il y a un joueur, je crois que c'était Diakité, qui mettait un peu la misère à la défense de Grenoble. Donc, il a fallu qu'il y ait un joueur de Villefranche qui rate 2 tirs au but différents. Je crois que c'est quand même assez rare. C'était Doucouré, je crois, le premier tireur. Vraiment pas de chance. Ouais, il a raté quoi. Mais je vois Grenoble, c'est vraiment l'équipe qui revient de plus loin parmi celles qui sont qualifiées au tir au but. Amiens, c'est quand même à noter que Amiens, c'est une équipe qui a vraiment un banc de touche hyper jeune. Donc le fait qu'ils aient réussi à passer ce tour, c'est quand même très positif pour eux parce que pour le coup, il y avait beaucoup de joueurs qu'on n'a
pas l'habitude de voir titulaires dans cette équipe, comme Eliès Dao, comme Junior Fofana, comme Mathis Touot ou Iki Adimi. Donc voilà, c'est quand même des joueurs voilà, qu'on connaît, mais qui n'ont pas l'habitude de jouer 90 minutes. Donc je pense que ça doit être une vraie satisfaction pour Omar Daf, même s'il a fallu en passer par les tirs au but. Tout à fait, tout à fait. On parlait de joueurs qui avaient peut-être besoin de temps de jeu et qui ont besoin d'expérience. Les jeunes d'Amiens en font complètement partie. Pour rajouter un peu ce que tu disais sur le match de Grenoble, il faut se rappeler que Jesse Bonnet a raté de base le premier penalty, mais qu'il a été à retirer en plus. Donc Oui, effectivement, ça en rajoute un peu, ça rajoute un argument à ce que tu disais, c'est-à-dire que Grenoble est vraiment pas passé loin. Après, dans le jeu, je les ai trouvés pas trop mal pour le coup, même à 10 contre 11. C'était plutôt oui. intéressant. Et je trouve même que l'ouverture du score est assez méritée finalement, avec encore un but de Pape Meïssaba. Pour le coup, lui, il réalise une première partie de saison assez dingue. Il marque dans toutes les compétitions pour le moment. Mais oui, Grenoble fait partie de ces équipes qui reviennent de loin, qui sont pas passés loin de l'élimination. Grenoble qui jouait contre Villefranche pour la 3e fois d'affilée. Villefranche qui a été éliminé pour la 3e saison d'affilée en jouant contre Grenoble au 7e tour. Donc je pense qu'ils commencent un peu à en avoir marre. Les Caladois, on peut les comprendre. Donc voilà, je pense qu'on a fait un beau petit tour d'horizon de ce 7e tour. Maintenant, l'intérêt, ça va être de se projeter finalement sur les affiches du 8e tour de la Coupe de France, avec 15 équipes donc, de Ligue 2 qui se sont qualifiées. Et donc avec de nouvelles affiches face à des équipes hiérarchiquement inférieures pour nos équipes de Ligue 2. Et donc Metz, je vais faire un peu la liste qui ira à rond l'étape. Pau qui va recevoir le RC Saint-Joseph, qui est une équipe de Martinique, qui reçoivent au final Pau. Donc il n'y a pas cette règle de déplacement. C'est si on est deux divisions en dessous, on reçoit Oui, forcément. 2 divisions au-dessus, mais forcément, ça Ouais. ne s'applique pas aux clubs d'outre-mer. Alors, on peut avoir des clubs de métropole qui vont en outre-mer, mais si ils se portent volontaires au début de la Ok. compétition. C'est d'ailleurs pour ça que Saint-Philbert de Grandlieu, qui était censé tomber contre Pau au départ, mais finalement, eux, ils vont aller, je crois, à La Réunion. Et on peut comprendre qu'au final, on voit pourquoi les équipes de Ligue 2 ne se portent pas volontaires, parce que ça fait quand même un gros déplacement finalement à caler dans dans son calendrier. Donc Pau qui va recevoir le RC Saint-Joseph, qui est une équipe de R1. Bastia qui va aller à Nancy. Pas facile pour Non, surtout Bastia que finalement. Nancy, c'est pas mal du tout depuis le début de saison nationale. Il me semble qu'ils sont plutôt bien placés. Donc pareil, hein, Bastia, bon, il se débrouille un peu mieux qu'Ajaccio à l'extérieur, mais c'est pas non plus glorieux. Donc là, je dirais petite alerte jaune-orangé pour Bastia. C'est pas un tirage facile du tout. On va faire comme ça. Je vais annoncer les affiches et on va Ouais. dire celles sur lesquelles on a un petit doute, et on fera le bilan à la fin pour annoncer pareil le nombre d'équipes qu'on va passer sur 15. Cette fois, on verra si tu continues à être le meilleur, le meilleur d'entre nous. Il y a des chances parce que moi, le niveau prono, c'est vraiment, c'est vraiment pas fou. Donc, Metz, à l'étape, pour le coup, Ouais. moi, je les vois plutôt bien. Oui, Ça moi devrait le aussi. faire. Ouais. Ça devrait le faire pour les hommes de Stéphane Le Mignan. Encore une fois, donc ce sera le week-end du 30 novembre. Juste avant ça, sur le week-end qui arrive, qui est le week-end du 23 novembre, ça sera une journée de Ligue 2, et puis on va switcher sur la Coupe de France comme on l'a fait finalement pour le 7e tour, juste sans la trêve internationale. Donc encore une fois, la donnée à retenir, c'est qu'on n'est pas sur un calendrier surchargé. Les équipes de Ligue 2 peuvent encore se permettre de faire jouer certains joueurs qui ont l'habitude de jouer en Ligue 2 sans que le rythme soit insoutenable non plus. Donc à voir si on sera face à des équipes très remaniées, ou si on va voir des belles équipes comme on a pu le voir avec le Paris FC contre URM, même si ça n'a pas forcément souri aux Parisiens. Le Pau FC, a priori contre le RC Saint-Joseph, qui va avoir un gros déplacement en plus d'être inférieur sur le papier hiérarchiquement. Ça devrait le faire quand même pour les hommes de Nicolas Houssaye, je pense, Étienne, ouais. Oui, oui, de mémoire, hein, j'ai pas étudié la stat, mais il me semble pas qu'un club d'outre-mer ait jamais éliminé un club professionnel, hein. Donc, Ça serait intéressant de voir, ouais, mais c'est pas, c'est, enfin, le défi est vraiment très relevé pour le coup.
Oui, oui, complètement. Donc, Pau largement favori, hein, sans problème. Clermont, donc on a dit Bastia, Nancy, petite Mm. réserve, attention, parce que Ouais. Nancy, voilà, qui fait un bon début de saison, Nancy qui reste limite encore un club de Ligue 2 dans nos esprits, tellement ils ont été avec nous longtemps et puis surtout récemment. Donc petite réserve sur ce match-là, à voir ce qu'on décide sur notre prono à la fin, si on décide d'aller du côté de Bastia ou plutôt de Nancy. Clermont qui va aller à Angoulême, tombeur de Rodez au tour précédent, et Clermont, voilà, qui vient de changer d'entraîneur avec l'arrivée de la nomination de Laurent Batles à la place de Sébastien Bichard. Comment tu sens cette affiche-là? Moi, je me dis peut-être y avoir un petit doute au vu de la performance d'Angoulême sur le Ah, premier tour. exactement, hein, c'est pas un cadeau. Ils viennent d'éliminer Rodez. La saison dernière, ils s'étaient fait éliminer par Bordeaux, mais ils les avaient bien accrochés quand même. Donc, c'est une équipe qui est habituée au parcours plus qu'honnête en Coupe de France. Donc là aussi, ouais, je suis moins inquiet que pour Bastia, mais je pense qu'Angoulême peut poser quelques problèmes à Clermont sans problème. Ouais, va falloir faire attention pour Clermont. Faudra voir en fait déjà comment ils enchaînent avec la Ligue 2 ce week-end, mais c'est dans pas si longtemps que ça finalement la Coupe de France, le 30 novembre on le disait. Euh, donc non, déplacement pas facile pour le Clermont Foot, mais qui de toute manière a besoin de se remettre en confiance d'une manière ou d'une autre. Peut-être que voilà, c'est tout resserré de Coupe de France pour eux, ça peut être le moyen d'engranger un peu de confiance, et peut-être aussi pour Laurent Batles de permettre à son équipe de s'imprégner de ses principes sans forcément passer par la compétition qui reste la compétition maîtresse que reste la Ligue 2, parce que Clermont est toujours en bas de tableau, menacé par la zone rouge après ce début de saison compliqué. Donc à voir si c'est une aubaine ou plutôt un piège pour Laurent Batles et ses hommes. Amiens, après s'être qualifié au pénalty, on en parlait juste avant, qui va aller à Calais-Beaumarais, une équipe de régional. A priori, sur le papier, il y a quand même une certaine différence hiérarchique. Il faudra voir si Omar Daf finalement reconduit des éléments aussi jeunes que lors de son entrée en lice, Étienne. Alors, comme il y aura pas de matchs internationaux cette fois, il aura moins de raisons de le faire. Tu vois, je pense qu'il va récupérer des joueurs comme Mafuta. Enfin, donc, je pense qu'il y aura une belle équipe d'Amiens qui va, je pense, passer sans trop de problèmes contre Calais-Beaumarais. Et d'ailleurs, Calais, qui est une ville qui a mis deux clubs au huitième tour de Coupe de France, puisque l'autre équipe de Calais s'est aussi qualifiée. Donc, je sais pas contre qui ils jouent eux, mais ouais, c'est quand même à souligner. Belle stat, belle stat. Deux équipes de Calais qui seront au huitième tour de la Coupe de France, qui seront au rendez-vous de ce huitième tour. C'est pas mal du tout pour une même ville qui ne compte pas en plus d'équipes professionnelles. Donc c'est d'autant plus remarquable. Laval qui va accueillir Concarneau. Concarneau, équipe de nationale qu'on avait en Ligue 2 avec nous l'an passé. Là aussi, il y a piège, Étienne, j'ai envie de dire. Ah oui, oui, là aussi, je suis à peu près aussi inquiet que pour Bastia, parce que je suis pas complètement convaincu par ce que fait Laval cette saison. Mm. Bon, ils sont pas en danger, mais c'est quand même pas très brillant. C'est pas très régulier à domicile. Et puis Concarneau, c'est une équipe qui vit pas trop mal sa relégation en national. Alors ils font quand même une saison qui est quand même pas trop mal. Alors j'ai pas le classement sous les yeux, mais je crois qu'ils sont bien classés. Je vais aller voir ça très rapidement. Concarneau qui est deuxième de national derrière Nancy, donc ça va plutôt pas mal En pour eux. effet. Donc là aussi, je suis assez inquiet pour Laval. Bah, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. En plus, c'est vrai que c'est irrégulier en fait Laval cette saison. C'est très intermittent. Il y a eu ce début de saison, avec 4 matchs consécutifs sans victoire, 2 matchs nuls, mais les 2 défaites pour commencer contre Guingamp et Grenoble. Il y a eu cette semaine à 3 matchs à la fin du mois de septembre où ils prennent 9 points, et forcément ça fait énormément de bien. En plus, ils marquent plus sur cette semaine. Ils marquent 3 buts par match, donc on se dit que peut-être que les difficultés un peu offensives, Laval, on avait cette équipe qui fait une énorme phase aller la saison passée, mais qui mettait pas forcément énormément de buts, qui s'appuyait peut-être plus sur sa qualité sur coup de pied arrêté, et puis sur sa force défensive pour aller chercher des matchs un peu à l'arraché, et puis surtout qui avait beaucoup de mal à domicile. Et depuis cette série de 3 victoires consécutives, c'est un peu plus compliqué pour Laval, qui est retombé dans ses travers, qui reste
comme en début de saison, sur 4 matchs consécutifs sans victoire, 2 matchs nuls récents contre Troyes et contre Bastia. Oui, attention, Laval, c'est pas ce tirage-là, c'est pas un cadeau. Surtout qu'ils sortent d'un 7e tour un peu compliqué à Vitré où ils ont eu besoin des tirs au but. Et tu l'as dit, Concarneau fait un très bon début de saison. Donc on va peut-être mettre une deuxième petite étoile sur cette affiche-là. Même si on avait dit aussi que Clermont, fallait surveiller, mais peut-être pas autant que Laval et que Bastia qui vont avoir des pensionnaires de national assez en forme à gérer pour ce 8e tour. Les stacks au 8e tour qui va aller du côté de Cluse, équipe de Régional 1. Les stacks qui va plutôt bien en ce moment. Est-ce que toi tu les vois faire perdurer cette belle forme en faisant respecter la hiérarchie du côté de Cluse? Oui, ça va mieux à l'Estac depuis un petit moment et je pense que ouais, c'est important pour eux de garder la bonne dynamique des dernières semaines. Ouais, bon, ils ont récupéré Depréville qui a même marqué, alors qu'il il avait très peu joué jusqu'ici. Par contre, à l'inverse, je crois que Ripard s'est blessé à l'échauffement du match lors du dernier tour. On espère que c'est pas trop grave pour lui, mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a une équipe qui est en train de se dessiner. C'est de plus en plus cohérent à 3, hein, même si on n'est peut-être pas encore en train de retrouver une équipe qui va jouer les sommets. Mais bon, voilà, il n'y a pas de quoi vraiment s'inquiéter pour eux. C'est une équipe convalescente, mais qui est vraiment sur le chemin de la rémission et contre une équipe de Régional 1. Bon, a priori, ouais, ce serait vraiment une grosse surprise de les voir tomber. Je pense qu'au rayon des équipes qu'on serait surpris de voir éliminer, on peut aussi mettre Lorient qui va aller chez l'US Monnaie Régional 1. On peut aussi mettre l'USM Caen qui va à l'US Bolbec Régional 1 également. Et puis on peut mettre Martigues qui, dans l'idée, sur le papier encore une fois, parce que ça reste la Coupe de France avec toute sa magie et des équipes amateurs qui sont capables d'aller chercher des exploits et des performances dingues, qui se déplacent chez une Régional 3 à Valence. Ça devrait le faire quand même, Étienne, pour ces 3 équipes, on serait très surpris dans l'idée. Oui, oui, enfin, à moins que Monet, Bolbec et Valence nous réservent des surprises qu'on peut pas soupçonner, hein. Parce qu'on les a pas vus jouer, on va pas se mentir. Il y a quand même assez peu de chances que ces équipes-là créent des surprises, hein. De toute façon, même si la Coupe de France nous réserve toujours des moments de folie, en dessous de la N3, c'est quand même assez improbable de voir des équipes de L2 chuter. Ouais, c'est ce que disait un peu Thierry Lauré après sa rencontre. Il disait on va appeler un chat un chat. J'aurais trouvé ça anormal qu'on soit incapable de se qualifier. C'est un peu dans la même veine qu'on dit ça, même si voilà, on reste tout à fait conscient que ces équipes, sur 90 minutes, sur une séance de tir au but, sur une performance dingue, sont tout à fait capables d'aller chercher une équipe de Ligue 2. Et il n'empêche que sur le papier, ça serait quand même très surprenant. Et puis dans les équipes qu'on n'a pas encore évoquées, qui vont aller, je regarde si c'est ça, mais qui vont toutes chez, toutes celles qu'on n'a pas encore évoquées vont toutes chez des National 2, à commencer par Grenoble, qui ira du côté de Istres. Istres qu'on retrouve au 8e tour de la Coupe de France, Étienne. Ouais, Istres, ancienne équipe de Ligue 1, si vous vous en Eh rappelez. oui. Ça n'a pas été très long ni glorieux, mais ils ont été jusqu'en Ligue 1. Là, actuellement, ils sont 12e de leur groupe de N2. Ils sont vraiment pas sur une forme éblouissante, mais bon, pour être en N2, c'est quand même costaud, hein, parce que je rappelle qu'il n'y a plus aucune réserve de club pro en National 2. C'est une division hyper compétitive, donc c'est pas un match à prendre à la légère pour Grenoble. Et puis ensuite, il y aura Guingamp à Dinan-Léon, le Red Star à Bobigny. Dunkerque à Aubervilliers, donc contre des équipes de la région parisienne, de la région Île-de-France, et Annecy qui ira à Jura Sud, donc comme je le disais, que des équipes de National 2. Est-ce que tout simplement, Étienne, toi sur ces affiches, tu mettrais un autre petit astérisque en disant attention, peut-être même Grenoble, hein, parce qu'on vient d'en parler, je les ai pas mis dans le panier, je les ai un peu sortis du lot, alors que voilà, ils joueront contre une National 2 aussi. Est-ce que y a une affiche où tu te dis attention quand même à la Ligue 2, on sait jamais?
Pour moi, le petit Bobigny Red Star peut être assez Ah, c'est intéressant vrai que c'est une sacrée affiche, ouais, du coup. avec la tension régionale. En plus, je crois que le FC Bobigny est très très bien placé en N2. Ils sont deuxième derrière Fleury. Donc ça va être voilà, on va dire il y a une division et demie d'écart entre ces deux équipes plutôt que deux. Donc ça risque d'être pas mal. Autant j'ai pas trop peur pour Guingamp parce que j'ai regardé tout à l'heure Dinan-Léon, c'est une des pires attaques de N2. Ils sont passés ric-rac contre Milizac au tour suivant, donc je pense pas qu'ils aient les armes pour bousculer Guingamp. Mais voilà, si je mets une troisième petite astérisque, je la mets sur Bobigny Resta. Très bien, donc ça ferait 3 astérisques. Donc, est-ce que tu te lances sur un 12/15? Ouais, 12 sur 15. Ouais. 12/15, et ben je vais regarder, je vais réfléchir 2 secondes, voir si mon pronostic diffère ou non. Je vais essayer de le faire différer parce que si on a tous les deux le Ah oui, même, c'est pas marrant du tout. On va pas se mentir. c'est l'avantage Euh, de parler en premier. Hein, exactement, exactement. Mais t'as bien raison d'en profiter. Puis de toute façon, tu restes sur un pronostic gagné, donc t'as gagné ce droit-là, on va dire. Et ben moi, en fait, je vois bien Bastia se qualifier à Nancy. Par contre, j'ai des doutes effectivement sur Laval. Donc Laval -1, et puis il y avait une deuxième équipe que je voyais pas forcément, que je voyais un peu peut-être en difficulté. Et c'était Clermont, oui, Clermont à Angoulême, Angoulême fort de cette qualification quand même contre Rodez, de nouveau à domicile contre une équipe, voilà, Laurent Batles le disait au premier tour, il allait avoir la volonté, tout en respectant son adversaire, de faire tourner un peu, de donner du temps de jeu à tout le monde, de voir tout le monde, tout en voilà, continuant à indiquer à ses joueurs ce qu'ils voulaient voir et ce qu'ils voulaient mettre en place. Peut-être que Clermont aura peut-être la tête un peu ailleurs, la tête au championnat. Donc moi je vais partir sur un 16/18, 16/18 pas du tout, un 13/15, pardon, avec des éliminations potentielles, même si je ne leur souhaite pas évidemment, de Laval et de Clermont. Pour tout le reste, je sens bien nos équipes de Ligue 2, même si on l'a vu au 7e tour. C'était peut-être pas les 3 équipes qu'on attendait, toi aussi Ajaccio, mais qui ont été éliminées dès le vendredi. Et puis derrière, sans faute des équipes de Ligue 2. Donc c'est quand même très, très, très difficile à prédire ces tours de Coupe de France. On essaye de le faire pour l'entertainment, on va dire, ouais. pour le show, mais c'est pas facile. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon déjà du 7e tour et puis de ce 8e tour, qui va encore être très rythmé puisqu'on a 15 équipes, on le disait, de qualifiées, donc ça va être très intense à suivre sur ML2. Vous avez été très très nombreux à suivre en live soit les différentes affiches, soit un peu le multiplex qu'on a organisé sur ML2 avec toutes les équipes de Ligue 2 engagées, que ce soit le vendredi, le samedi ou le dimanche. Donc on vous remercie. Ça reprend dès ce week-end avec la Ligue 2 et puis dès le week-end du 30 novembre avec ces affiches de Coupe de France dont on vient de parler. On vous retrouve tout au long de la semaine avec des brèves d'actualité, forcément cette vidéo qui va sortir. On vous invite à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner aussi. Étienne le disait, on a gagné beaucoup d'abonnés, notamment avec cette vidéo du carton rouge improbable de Gaëtan Paquez, mais on a aussi beaucoup de contenu un peu plus travaillé, on va dire, qui vont arriver au fil des semaines avec voilà, le retour des podcasts, des interviews et puis ce genre de vidéos un peu débrief. On a hâte de vous retrouver dès ce week-end pour la Ligue 2 et puis on vous dit à très vite. Salut.